Bonjour à tous, je me présente, je suis Mamadou, je suis cofondateur de Home One, conciergerie qui est basée à Besançon. Je viens de parler d'un gros sujet qui est la location courte durée et je suis dans Storytelling. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Storytelling Success. Louer son appartement sur Airbnb, qui n'y a pas pensé? Pourtant, ça peut être compliqué, surtout depuis le début d'année où il y a eu des nouvelles réformes. Alors, la location courte durée, bon plan ou pas? Aujourd'hui, notre invité, c'est Mamadou. Il est multi-entrepreneur, mais surtout, il est le fondateur de la conciergerie Home One, qui est à Besançon. Il va pouvoir répondre aux questions que vous vous posez sur le sujet. Il nous partagera son expérience, nous éclairera sur les nouvelles réformes. Et si vous êtes sage, seulement si vous êtes sage, eh bien, vous aurez quelques conseils gratos. La conciergerie s'occupe de vos biens en location courte durée à votre place. Alors, elle fait quoi? C'est l'estimation du prix de la nuitée, c'est des conseils en aménagement, c'est des photos pro type Instagram, c'est une gestion des sites d'annonces, c'est des réservations, c'est des entrées et sorties de voyageurs, c'est du ménage et c'est de l'entretien. Enfin, Home One, c'est ça. Vous en avez marre de gérer votre appartement en location courte durée? Vous connaissez Home One, la conciergerie spécialisée dans la gestion des locations de courte durée. Si je vous disais qu'il s'occupe de tout pour vous, de l'estimation du prix par nuitée, du conseil design intérieur, de la photo professionnelle, de la création des annonces, de la mise en ligne du logement, de la gestion des réservations, de l'entretien du logement, jusqu'à l'accueil et le départ des voyageurs. En clair, une assistance 7 jours sur 7. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine le mercredi en audio sur Deezer, sur Apple Podcast et sur Spotify. Vous pouvez nous écouter partout, donc en voiture, dans le bain ou en train de faire du sport. Et sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, en vidéo. Et là, on compte sur vous pour vous abonner, puisque vos abonnements nous permettront de vous proposer d'autres histoires toujours plus incroyables. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires à nos invités, qui se feront un plaisir d'y répondre. Alors, il est temps maintenant pour nous de retrouver Mamadou à Home One. C'est parti. Bonjour Mamadou. Bonjour Pascal. Comment ça va? Franchement, ça va très très bien. On s'est bien occupé de toi? Oui, franchement, top. Bien accueilli, Ouais. tout ce qu'il faut. Ceux qui sont derrière, ils bossent bien. Bon, t'es pas trop stressé? Non, Ouais, c'est pas la première fois que tu fais ça. dans l'exercice, je l'ai déjà exercé, mais c'est pas la première fois, non. D'accord. Mais merci, en plus c'est agréable ici et j'adore l'ambiance. Franchement, Ouais, c'est vrai qu'il y a une belle salle. ouais, c'est une très très belle salle. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi de partager ce podcast avec toi Ouais. et de travailler. C'est un gros sujet, donc la location courte durée. Mais en même temps, vu que tu es fondateur d'une conciergerie, normalement, tu devrais pas avoir de soucis pour effectivement répondre à nos questions. Normalement, Surtout que là, il y a des changements. oui, il y a beaucoup de mouvements en ce moment et ça fait que monter et descendre. Donc, non, on a des solutions. Il y a toujours des solutions. Bon, sachant qu'en plus, c'est multi-entrepreneur, on va balayer un peu ton parcours et c'est ça qui est intéressant, la personne que tu es. Donc, on démarrera, c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, en rigolant, je te parlais de thérapie. Mais c'est une vraie thérapie parce qu'en fait, on va passer par ton enfance, ton adolescence, par quoi tu es passé pour arriver, en fait, finalement à l'immobilier et à être multi-entrepreneur. Donc, mais avant tout, je voudrais quand même te donner des chiffres sur la location courte durée Oui. qui sont quand même plutôt importants, comme quoi c'est un sujet qui est vraiment important. C'est très très important. En France, en tout cas, aujourd'hui, ça représente 44 millions de voyageurs. En France. Oui, C'est 176 millions de nuitées par an oui. et ça a généré 43 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Je trouve que c'est déjà des chiffres qui sont Ouais, c'est assez très très incroyables important. en France. Ouais. Mais en sachant qu'en France, c'est le premier pays touristique au monde où il y a le plus de voyageurs qui viennent pour faire du tourisme en France. Donc, Ah oui, incroyable. Paris, c'est la vitrine, la France, c'est la vitrine mondiale au niveau de la location courte durée, juste après l'Espagne. Parce que 44 millions de voyageurs, c'est quasiment Ouais, c'est énorme. la population de la France. C'est énorme. Ah, Donc, ok. on a un potentiel au niveau de la location courte durée qui est énorme, vraiment énorme. Et ça ne va pas s'arrêter de si peu. Ah, attends, parce que ma question, c'est est-ce que c'est toujours un bon plan ou pas? Mais on n'y répondra pas tout de suite, on y répondra tout à l'heure à la fin. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, le taux d'occupation d'Airbnb se situe entre 50 et 70%. Les visiteurs dépensent en moyenne, parce que ça génère un chiffre d'affaires aussi sur tout ce qu'il y a autour en réalité. Et c'est ça qui est aussi important. Les visiteurs dépensent en moyenne 99 € par jour.
contribuant à un total de 21,9 milliards d'euros dépensés dans les commerces, restauration, transport et loisirs. Ouais, bah, tout ce qu'il y a autour, ça a une percussion sur l'économie et macroéconomique. Donc, C'est une économie qui est incroyable en fait. c'est très incroyable. Alors, je compte ça, c'est juste une partie visible. Après, il y a tout ce qu'il y a autour, les upsells, il y a énormément de choses qui impactent dessus. Oui, et puis alors ça a un impact aussi sur l'emploi en France, parce que la location courte durée a généré 360 000 emplois en France en 2024. Oui, c'est vrai. Mais vraiment, ça fonctionne vraiment bien quand on sait l'utiliser. Alors, on va essayer de faire connaissance. Moi, je te connais un petit peu. Oui, c'est Mais vrai. justement, là, On s'est rencontrés en 2015. ouais, on s'est rencontrés en 2015. Ouais, c'est vrai. Donc, justement, à Lors travers d'un achat. l'immobilier. Ouais, tout à Donc, fait. voilà. Bon, après, je te connais comme ça. Je connais Ouais. pas tout. Et justement, c'est pour ça que je suis content et ça m'intéresse. Alors, Ok, pas de pour souci. commencer, je vais commencer par une question difficile. D'accord, D'accord? pas de souci. Si tu devais choisir 3 mots pour te décrire, ça serait lesquels? C'est pas une question facile. Hein. Non, c'est pas facile. Surtout quand on doit se décrire. Mais comme je me connais maintenant, je pense que les 3 mots, ça va être persévérance. Ah ouais. Moi, je trouve que ça te caractérise bien. Ouais. Persévérance, de la bienveillance et rien lâcher. Vraiment Ténacité. ténacité. Alors, ça vient d'où tout ça? Alors, ma petite histoire, c'est que je suis militaire. Je veux dire, j'étais Alors, militaire. Alors, justement, on va J'étais commencer militaire. déjà par le début. T'as grandi où? J'ai grandi à Paris, dans le 78, à côté des Mureaux. La ville, elle s'appelle Chanteloup-les-Vignes. D'accord. C'est là, justement, ils ont tourné La Haine, dans Ouais. ma cité. Ah ouais? Ouais. D'accord. Ils ont tourné La Haine et c'est là que j'ai grandi. C'est Donc, là que banlieue j'ai commencé. parisienne. Banlieue parisienne, tout à fait. D'accord. Et t'avais des passions quand t'étais petit? Franchement, ma passion, c'était beaucoup le football, comme tout le monde, comme tous les jeunes. Comme tous les jeunes. Ouais. Tu voulais Et- devenir footballeur? Footballeur, ouais, franchement, Ouais. footballeur et surtout le basket. Alors là, Oui, j'ai parce que c'est vrai que kiffé. t'es grand, du coup. Ouais, j'ai kiffé le basket. C'était génial. D'accord. Basket, ok. Ouais. Et quel métier tu rêvais de faire à part le sport à cette époque-là? Franchement, à cette époque-là, je pense que, comme tous les jeunes footballeurs, hein, parce qu'on n'avait pas de référent, et on était tous là à rêver, de dire, voilà, le jour où je serai riche, j'achèterai ça, une bagnole, une Porsche. Voilà, donc comme tous les jeunes. Hein, Donc, tu rêvais à avoir de l'argent, du coup? franchement, je rêvais d'avoir de l'argent, sortir de la cité, acheter des villas. C'était ce qu'on voyait dans les films à l'époque, avec, je ne sais pas si tu as connu tous les films comme Monasto Society. Ah oui, oui. Comme tous ces C'est des belles gangsters. références. Ouais, ouais, je sais pas si c'est des belles références, mais ils donnaient envie par rapport aux voitures qu'ils avaient et l'argent qu'ils avaient, quoi. Donc c'était super intéressant. Bon, après, tu étais déjà un peu dans l'immobilier, tu voyais déjà l'achat de villa, toi. Et donc, à l'école, t'étais comment à l'école? Tu étais un bon élève? Franchement, je pense que j'étais pas bon élève et j'étais un élève un peu perturbant, je pense. Perturbateur, un peu? Ouais, un peu. D'accord. Et de temps en temps, mes parents me tiraient les oreilles, quand même. D'accord. Voilà. Vous avez des bêtises, quoi. Bon, après, en même temps, c'est l'adolescence. Voilà, donc, ouais. Et donc là, C'était on pas arrive à une période de ta vie où finalement, tu rentres dans l'armée. Tu rentres tout de suite après? Non, alors. Après comment ton ça s'est adolescence? Non, alors, c'est un peu compliqué parce que moi, j'étais parti en Afrique quand j'étais tout jeune, à l'âge Ouais. de 7 ans. D'accord. Et après, j'ai vécu pendant 5 ans là-bas. Et au retour, je suis rentré en France et j'ai recommencé ma scolarité parce que quand j'étais en Afrique, je n'étais pas scolarisé. D'accord. Et à partir de là, j'ai fait bac pro, mais au final, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Et, parce que je devais le faire en alternance, mais je n'avais pas trouvé de patron, ainsi de suite. Et c'est grâce à une connaissance, on va dire un ami, qui m'a dit, ouais, si ça t'intéresse, je peux te faire entrer à l'armée. Mais bon, c'est tout un processus parce que au final, j'avais fait une formation au Greta pour travailler dans la domotique. Et je travaillais dans une intérim qui m'avait donné une mission de travailler dans un grand groupe où je surveillais tout le bâtiment et avec des systèmes informatiques pour gérer toute la partie électronique et domotique, on va dire Oui, toutes les portes. Voilà. Et j'étais passionné de ça. Et on m'avait promis que je serais embauché. Et au final, on ne m'a pas embauché. Ils ont embauché quelqu'un d'autre. Ça m'a un peu irrité, je ne vais pas te mentir. Mais à partir de là, j'ai dit je ne vais pas continuer avec eux.
Et c'est là que Tu t'es engagé dans l'armée. je me suis engagé dans Il fallait l'armée. bien que tu fasses quelque chose, Voilà, du tout à coup. fait. Et je me suis Donc, engagé par hasard. c'était une déception. Après, effectivement, donc, finalement, tu as accumulé quelques lacunes, le fait d'être en Afrique, d'être revenu et de ne pas avoir eu, entre guillemets, cette scolarité. Ce qui fait que c'était un peu compliqué pour toi de reprendre un cycle normal. Oui, c'était compliqué, mais c'était formateur. Ah bah, Ouais, je te dis très pas le contraire. formateur. Aujourd'hui, tu es là. Donc, Voilà, c'était très, très formateur. alors, quand tu dis c'était très formateur dans quel sens? Bah, parce que moi, c'est là que j'ai appris la culture de mes parents, d'où ils venaient, comment ça se passait. C'était vraiment dur pour eux. Oui, c'était important. Et c'était très important. Et j'ai appris 2 dialectes, c'est-à-dire le bambara et le malien. Je veux dire le soninké exactement. C'est 2 dialectes du Mali. Et c'était formidable. Même maintenant, je le parle. Donc, je comprends tout ce qu'on me dit. Donc, c'est génial. Et c'est grâce à ça, c'était une opportunité en vérité. Et c'était génial. Et j'ai kiffé. Donc, D'accord. Bon, du coup, en fait, finalement, tu pars à l'armée. Oui. Donc, l'armée, combien de temps? Alors, j'ai fait l'armée pendant 21 ans. 21 ans. 21 ans dans l'armée. Et j'étais particulièrement dans l'armée de terre et dans le domaine des transmissions. Donc, je m'occupais de tout ce qui est messagerie, cryptage de messages. Donc, Plutôt technicien. voilà, plutôt plus technicien. Mais attention, on était quand même aussi dans le domaine où il fallait s'entraîner, être opérationnel à tout moment. Parce que j'ai fait énormément d'opérations extérieures, ce qu'on appelle les OPEX chez nous. D'accord. Et j'ai été, les débuts, c'était au Kosovo. D'accord. Donc j'ai fait des allers-retours au Kosovo. Je suis parti, pareil, en Côte d'Ivoire. Je suis parti au Gabon. Je suis parti au Tchad. Et c'est des missions qui durent combien de temps? En général, c'est des missions qui durent entre 4 et 6 mois. D'accord. Mais Et là, souvent- on est vraiment sur le front. Alors, par exemple, au Kosovo, c'était un peu tendu, parce que c'était en 2000. C'était l'époque où c'était vraiment chaud, où nous, on était souvent dans nos trous de combat. Donc, dès qu'il y avait une alerte, c'était un peu tendu quand même. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. là, c'est un peu flippant. Bah, les premières fois, c'est un peu... Mais comme on est entraîné, franchement, les premières fois, c'est dur. Mais sinon, comme on est entraîné, en plus, on est une bonne équipe, franchement, ça se passe bien. Donc, D'accord. parce Donc, qu'on du coup, on a des automatismes et on a des réflexes qui sont là, donc on est bien entraîné. Ouais. d'accord. Je pense que tu as dû voir des choses pas très gaies. J'ai vu des choses, mais c'est pas qu'on s'habitue, on fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, surtout aux entourages. Oui, mais j'imagine bien. Ouais. J'imagine bien qu'il ne faut pas non plus inquiéter tout le monde Voilà, tout à entre fait. ce qu'on fait. Puis après, il y a aussi le secret de l'armée, certainement, Voilà. où tu ne peux pas non plus tout révéler. Mais je pense que... qu'est-ce que tu as retenu finalement alors, on va aller rapidement l'armée. Hein. C'est quand même une grosse expérience, même si c'est 21 ans. Je sais que c'est difficile des fois d'en parler. Par contre, finalement, de cette expérience, qu'est-ce que tu as retenu, je dirais, de positif? Et deuxième question, qu'est-ce que tu as retenu de négatif? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que finalement, ça t'a certainement forgé, apporté des choses qui te servent au quotidien ou peut-être pour l'avenir, en tout cas, de ce que tu es en train de faire. Oui. C'est vrai que, bon, on va commencer par le négatif, parce que c'est vrai que ça m'a marqué. C'était un collègue avec qui j'avais commencé, on avait fait la formation ensemble, c'est-à-dire on avait fait toute la formation au début ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que quand on était au Kosovo, on a fait 5 mois et demi là-bas, tous les deux dans la même mission. Et tout Et il ça. faisait la même chose que toi? Il faisait la même chose que moi. Le jour où on est rentré, c'est-à-dire on a pris l'avion. Après, on s'est dit dans une semaine ou deux pour revenir dans le régiment. Et le fait de dire ça, tu vois, on s'est checké. Après, moi, je rentre chez moi et lui prend sa voiture parce qu'il venait d'acheter une voiture et il rentrait chez lui. Et je me rappellerai toujours, quand à peine arrivé chez moi, on m'appelle, on m'a dit que mon pote, il est décédé sur la route en rentrant chez lui. J'étais vraiment dégoûté. Bah, j'imagine bien, Ouais, parce que ça 5 m'a- mois et demi dans des conditions peut-être un peu compliquées et finalement un accident de Bah, voiture. Quoi. Ouais, tout à fait. Et franchement, C'est pour ça que tu dis, bah, comme quoi la vie n'est pas Ouais, toujours facile. bien faite. Ouais. Et c'est pour ça que la vie, elle est très précieuse. Profitez-en et lâchez rien, quoi. Voilà. Ça, c'est finalement ce que tu en as retenu. Bah, ça, c'était le mauvais côté. Après, les bons côtés, ce qui est vraiment bien dans l'armée, surtout, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y a énormément de personnes qui viennent de tout horizon. On apprend de chacun. Et franchement, c'est enrichi, mais de tous les côtés. Et moi, j'ai kiffé ça, quoi. J'ai adoré apprendre des autres. Parce que il faut comprendre que la plupart, quand on arrivait, on était un peu perdus. Et le fait de se côtoyer tous les jours, bah, ça faisait qu'on liait des liens qui étaient, mais jusqu'à maintenant, immesurable, quoi. Donc, c'est-à-dire si j'ai besoin d'eux, bah, tout de suite, ils sont là
pour m'aider. Moi, pareil, hein, je les aide et tout, dans n'importe quelle ville. Il suffit que j'appelle, j'ai toujours un collègue que je retrouve des années après, quoi. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, ce que j'ai retenu, c'est vraiment, vraiment l'amitié qu'on crée et la cohésion qu'on crée au sein de l'armée, quoi, et tout simplement. Et du coup, si on fait un rapport avec l'entrepreneuriat, est-ce que ça t'a un peu aidé? Ça m'a énormément aidé parce que l'armée te forge, mine de rien, le leadership. C'est très important, donc de montrer l'exemple à tout le monde avant que tout le monde puisse te suivre. Ça, c'est très important. Et donc dans l'entrepreneuriat, on retrouve ça. On retrouve ça. C'est d'autant plus, je dirais, présent aujourd'hui. Ouais. C'était pas forcément le cas hier avec les générations d'avant. Les nouvelles générations sont un petit peu plus exigeantes par rapport à ça. Voilà. Et je pense que effectivement, c'est un bon point d'être dans. Oui, le leadership, c'est vraiment ce qu'on apprend. Et même pour être un bon entrepreneur, même un chef d'orchestre, il faut avoir cette pensée-là et cette mindset-là pour justement avancer sur les différents domaines, surtout l'entrepreneuriat, que des fois, il y a des bas et il faut savoir se relever tout de suite qu'après, quoi. Bon, après, l'armée, c'est quand même un mental. Ah, c'est beaucoup de mental. Parce qu'on fait énormément de marches et des fois, tu as les pieds en sang et il faut quand même continuer la mission. Quoi qu'il arrive, la mission, il faut la finir. Donc finalement, tu as dit ténacité tout à l'heure. Ténacité, c'est vrai. Ténacité. Ça vient certainement de là. Ouais. La bienveillance. Et la persévérance. La persévérance. Donc toujours. Je pense que finalement, l'armée va concocter Mamadou. Voilà, tout à fait. Bon, très bien. Écoute, on va passer ce passage-là. On va arriver maintenant à l'immobilier. Tout à fait. Comment tu fais la transition vers l'immobilier pendant que tu es à l'armée? Alors, en sachant que moi, j'ai investi depuis 2003. D'accord, donc ça vient de ton expérience personnelle, d'accord. Mais je vais aller encore beaucoup plus loin parce que j'avais investi dans un appartement à l'époque en Lot-et-Garonne, à Agen exactement. Et cet appartement, quand je l'ai loué à une personne, je me suis fait un peu avoir. Et c'est à partir de cette expérience-là, je peux te le raconter hein, si tu veux. C'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais meublé cet appartement-là. Oui. Le fait de l'avoir meublé, je l'ai mis en location. Oui. Donc en meublé classique, vraiment. Et j'ai trouvé un locataire qui travaillait à UPSA. À l'époque, c'est des trucs pharmaceutiques, qui m'avait donné ses bulletins de salaire, qui étaient vraiment, vraiment bien faits, quoi. Et du coup, je l'ai intégré dans l'appartement. Premier mois, il ne me paye pas. Je dis, bon, peut-être c'est un accident, donc je l'appelle. Bienveillant, toujours. Et il me répond, il me dit, ouais, j'ai un problème, mais je vous paye d'ici un mois. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Deuxième mois, pareil, je l'appelle. Il me ressort une autre excuse, je ne me rappelle plus, mais il m'a sorti une excuse comme quoi, pareil, il a eu des problèmes et des soucis. Donc je dis, ok, ça fait quand même déjà 2 mois déjà, et moi je dois payer déjà le crédit. Oui, parce que toi, ton banquier, il n'attend pas, lui. Hein. Voilà, il n'attend pas, donc je dois payer tous mes crédits et tout ça. Et troisième mois, plus de lumière, plus de son, plus rien. Donc du coup, je l'appelle, j'arrive pas à la voir, je me déplace carrément, je vais à l'appartement, je vois qu'elle est occupée, mais personne ne répond quand je frappe à la porte. Donc je me suis dit, bon, je pense que c'est foutu. Donc je vais voir avec les personnes qui peuvent m'aider par rapport à ça. Donc au final, je trouve quelqu'un qui me dit, il faut faire toute une procédure judiciaire pour justement le faire sortir. Donc ça a mis 1 an et demi. Donc procédure d'expulsion? Ouais, procédure d'expulsion qui a mis énormément de temps. Parce qu'entre-temps, il y avait les travaux de la façade à refaire, il y avait la taxe foncière à payer, tout ça, c'était à ma charge. Ben oui. Mais l'idée que j'ai eue, c'est que j'ai acheté un autre appartement entre-temps, que j'ai rénové et que j'ai mis sur Airbnb. Et c'est grâce à ça que j'ai pu couvrir toutes les dépenses qu'il y avait après. D'accord. Donc comme j'étais à l'armée, c'est comme ça que tu es arrivé à ça, en fait. Tout à fait. Parce que j'allais dire, d'une expérience négative, j'attendais la chute. Je me dis, tu fais une expérience négative, tu n'as pas envie de recommencer. C'est vrai. Finalement, tu te mets au service des autres. Et en fait, j'ai compris, d'accord. Voilà. Donc finalement, cette méthode, on pourrait appeler ça une technique. Ouais, une technique, ouais. D'avoir pris finalement à contre-pied. Voilà, tout à fait. De réfléchir différemment, de prendre la hauteur, de me dire, voilà, comment je peux sortir de cette cascade avant que je me casse la gueule. C'est de racheter un autre appartement, de le rénover, de le mettre en location courte durée, qui m'a permis de générer énormément de revenus et qui m'a permis de couvrir toutes mes problématiques. Et c'est à partir de là, j'ai dit maintenant, je vais faire que ça parce que dans cette aventure, je me dis, la location courte durée, au final, pas d'impayé. En plus de ça, vu qu'il n'y a pas d'impayé, je me fais de l'argent vraiment, quoi. Et en plus de ça, tous les jours, il est nettoyé, il est propre, il est entretenu. C'est que du bénéfice. En plus, je ne suis pas imposé parce que j'ai fait des travaux en amont.
Donc, Ah, et en plus, donc là, on rentre dans un détail technique que tu as dû certainement apprendre oui, après, puisque tu au t'es fur et à intéressé mesure. au sujet, parce qu'il y a effectivement, les choses ne sont jamais faites par hasard. Hein. C'est La vrai. preuve, c'est qu'il t'arrive finalement un aspect négatif, tu reviens à quelque chose de positif, donc tu as creusé. Là, j'ai creusé. Et là, c'était malin. C'est plutôt malin, je trouve. Donc du coup, ok, d'accord. Donc je comprends un peu mieux le lien maintenant. Donc du coup, bah, je te pose plus la question de pourquoi ce secteur en particulier, j'ai compris. Donc c'est vraiment finalement un peu du hasard qui t'a amené là. Tout à fait. Donc, enfin du hasard. Surtout Vraiment du dans hasard, la location mais- courte durée, quoi. J'ai bien cherché et j'ai bien compris que c'était très, très avantageux. Et donc du coup, tu as appris ce domaine. J'ai appris ce domaine. Alors comment tu as appris ce domaine? Vraie bonne Alors, question. comment j'ai appris ce domaine? Bah, grâce à toi aussi, une partie, parce que à force de faire des visites et de voir comment ça se passe, les appartements, les emplacements, on apprend. On apprend tout le temps des autres. Et du coup, au fur et à mesure, je posais des questions, mais des questions bien précises à chaque fois pour chaque logement. Et aussi réfléchir si je pouvais les mettre en location courte durée. Et c'est comme ça est venue la réflexion. Avant de partir à l'armée, j'ai dit, bah, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que je pourrais faire après, plus tard. Et c'est là qu'est venue l'idée de la création de Home One. Home One, c'est la conciergerie que j'ai créée et que j'ai co-créée justement avec mes enfants. Et on est 3 associés dedans pour l'instant et ça se passe super bien. D'accord, bah écoute, tu as répondu à ma première question, c'est fantastique. On va passer toutes les questions comme ça. Bon, quand tu as créé Home One, Oui. c'était comment le marché à ce moment-là? Franchement, le marché, il était vraiment bien parce que c'était l'époque où on faisait, c'était les premières réservations tout de suite. Je te donne un exemple. Dès que j'ai fini mon appartement, que tout était fait, j'ai mis l'annonce, même pas 2 minutes après, réservation. Ah oui, Direct. ah oui. Et pourtant, dans le secteur, tu connais bien le secteur où je suis, jamais tu penserais qu'on pourrait louer en location courte durée là-bas. Mais c'est même pas dans Besançon. Hein. On est à 13 minutes de Besançon et c'est vachement demandé. On va justement parler de ça. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés quand tu as voulu lancer Home One? Alors, franchement, au début, parce que j'avais les méconnaissances du marché et aussi, je devais apprendre à devenir entrepreneur. Alors, comme on est à l'armée au début, souvent, on ne sait pas le côté commercial. On ne connaît pas du tout. Nous, on est vraiment dans toute la partie technique ou vraiment voilà, dans l'armée. On ne nous apprend jamais à faire du commerce. Sorti de là, j'avais du mal à discuter aux gens de mon projet, de parler de ce que je vais faire, de ce que je vais mettre en place. Tu avais du mal à pitcher ton projet. Voilà, tout à fait. J'ai appris à pitcher mon projet. Mais comment j'ai appris à pitcher mon projet? C'est en regardant les autres et en faisant des rencontres. Parce que, par exemple, à Besançon, ce qu'ils ont mis en place, ce qui je trouve qui est très très bien, c'est qu'ils ont mis des apéros entrepreneuriat. Et j'ai allé souvent là-bas et je leur remercie. Je leur fais un petit coucou aussi. Franchement, c'est grâce à eux que j'ai appris à discuter avec les gens et j'ai appris à pitcher aussi, à me présenter à chaque fois. Donc le réseautage. Le réseautage. Donc ça, c'est un très, conseil très que tu donnes. important, Ouais, le voilà. réseautage, c'est important, je suis C'est d'accord avec très, toi. très Et d'autant important. plus encore, aujourd'hui, je vais Oui. faire des petites passerelles avec les générations ou le temps dans lequel on vit. Effectivement, les gens consomment réseau et ne consomment plus à l'ancienne. Tout à fait. Hein, on est d'accord. Et tandis que c'est le bouche à oreille qui va te ramener plus de clients et ça marche du tonnerre quand c'est bien fait, quoi. Donc tu as appris effectivement un peu à pitcher les choses, mais est-ce que tu as eu d'autres difficultés, notamment, je ne sais pas, juridiques, financières, Ah oui, j'en ai tout le temps. Ça, compliquées, c'est tous les jours. compliqué Ça. à gérer Ça, c'est tous au les jours, début? ça. Parce que tu me racontais, je crois, à un moment donné, on avait un peu discuté qu'au début, quand tu as lancé Home One, tu avais un peu de mal à créer un compte pro. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Ouais. Parce que ça paraît simple, en fait. Bah, ça paraît simple, mais quand on n'est pas du domaine et qu'on n'a pas de réseau, c'est très, très compliqué. Moi, j'ai fait plus d'une vingtaine de banques et personne ne voulait me prendre pour ouvrir mon compte pro. Et déjà, ils ne comprenaient pas le business model. C'était compliqué à faire comprendre. Parce que la location courte durée, c'est pas si vieux que ça, quand même. Non, c'est pas si vieux que ça. Et encore, je dirais, moins dans notre belle région de Franche-Comté. Ah, c'est vrai. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, il faut pitcher le truc, mais il faut le pitcher correctement parce que je ne connais pas ce système-là. À force de le pitcher, je le connaissais par cœur. Donc, au final, je pitchais très, très bien. Mais le problème qui se passait, comme souvent dans les banques, ce qu'ils regardent, c'est que est-ce qu'ils ont déjà ce modèle, ce type de modèle économique, Et voir si ça fonctionne. et si ça fonctionne, mais ils n'ont pas de référent. Donc, du coup, ils n'y vont pas parce que pour eux, c'est un risque au final. Et eux, c'est des calculeurs de risque. Bien sûr. Donc, c'est pour ça. Et le seul moyen que j'ai réussi pour avoir une banque, c'est qu'on m'a pistonné.
C'est vrai, on m'a pistonné grâce, je ne vais pas dire son nom, mais bon, grâce à une personne, en ouais, fait. une personne qui travaillait, qui m'a aidé au niveau de l'entrepreneuriat et qui m'a pistonné et qui m'a donné cet accès et l'opportunité d'avoir ouvert un compte pro physique. Qu'est-ce qu'Home1 aujourd'hui? Home1, alors... Tu peux nous expliquer? Home1, c'est une conciergerie familiale qui a été créée en 2021. Donc, on est 3 fondateurs, donc moi-même et mes enfants. Ouais, ça c'est bien d'être en famille. Franchement, c'est top. Et on avance et franchement, on gère très très bien nos locations. Et le but pour nous, c'est de grossir, aller un peu plus loin de ce qu'on a fait maintenant. Donc, on met pas mal de choses en place pour aider justement tous les propriétaires. Par rapport à l'expérience que j'ai eue, c'est pour ça que j'invite tous les propriétaires d'avoir cette expérience-là et de les aider à maximiser leurs revenus au maximum. Donc, Home1 est là pour eux en tout moment, à toute heure, pour les aider à maximiser leur rentabilité de leur logement, tout simplement. Donc ça, c'est important, effectivement. Oui. Et qu'est-ce qu'on met comme service en place? On fait quoi à la place des propriétaires? Alors, si moi j'ai envie de faire une location courte durée avec mon appartement, je viens chez toi, en fait, vous mettez quoi en place? On met beaucoup de choses en place, mais en général, on gère de A à Z. C'est ça notre service principal. Mais je vais donner une idée déjà. Première chose, on fait un audit. On fait un audit de l'appartement, si tu as un appartement. Mais si tu n'as pas d'appartement, idéalement, moi, je préfère, même avant d'acheter l'appartement, tu viens me voir, je te donne un conseil. Et ce conseil-là, c'est, par exemple, quel type d'appartement il faut prendre. Où il faut le prendre. L'emplacement, c'est vachement important. Aussi, la décoration. On peut t'aider à l'aménagement et la décoration. Ça va te permettre de donner une vraie valeur à l'achat que tu vas faire. Ça, c'est un vrai service plus. Et je dirais que même en amont, ça, c'est vraiment top parce que si je n'y connais rien, au moins, je ne vais pas me faire avoir. Tout à fait. Et nous, on a la bonne connaissance du marché. Et surtout, parce que nous, on a des logements à Besançon, à Dole et à Dijon. Et là, on est en train de encore élargir. On grandit. On grandit. C'était la question que j'allais te poser. Est-ce que vous restez que sur Besançon? Alors, on a parlé de Besançon, mais après, effectivement, donc vous avez d'autres villes. Voilà, on va dans d'autres villes. Voilà. Et là, on peut avoir l'exclusivité de où c'est que Home1 va poser ses valises bientôt? Là, on va sur Paris, là. Ah, c'est un gros marché, alors. C'est bien, là, il y a du boulot. Hein. Ouais, y a du boulot. Bon, justement, il y a des réglementations aussi différentes. Bah, justement, on a trouvé des astuces. Ah, bah, attends, on va en parler juste après. Alors... Je sais pas si je vais les donner encore. Non, faut pas les donner. On va les tester d'abord. Après, tu reviendras. Voilà. Ou sinon, ceux qui sont intéressés, ils viennent nous voir. Home1, on leur dira. Tout simplement. Exactement. Alors, Besançon, il y a un marché. Alors, je pose cette question parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de retours là-dessus et il y a plein de gens qui se posent la question à savoir est-ce qu'une ville comme Besançon, qui finalement n'est pas touristique, peut être une ville intéressante en location courte durée? Franchement, Besançon, c'est une ville touristique de malade. D'accord, c'est une ville touristique. C'est une ville touristique. Donc justement, par rapport à ton expérience, mon expérience, c'est que ça marche très très bien. Après, le problème, c'est que la plupart proposent des logements qui ne sont pas bien aménagés et qui ne sont pas bien réalisés. Donc forcément, s'il y a des mecs qui arrivent à bien réaliser leur logement, ils sont tout le temps pleins. Ils sont tout le temps pleins parce qu'ils ont mis en avant tout ce qu'il fallait mettre en avant. Donc il y a un vrai marché en fait. Non, il y a un marché. Donc en fait, on a des voyageurs. On a un marché. Moi, ça fait depuis 2017, pardon, que j'ai mis mon logement. Depuis 2017 jusqu'à maintenant, il est tout le temps loué. Et pourtant, il est toujours en location courte durée. D'accord. Et ça marche. Depuis 2017. Dès que j'ai commencé, il a toujours été en location courte durée. Oui, puis en plus, tu es à 13 minutes de Besançon. Tout à fait. Oui, mais peut-être que tu es au bord du lac, non, pas avec du une tout. vue sur la montagne. Pas du tout. J'ai bien choisi, j'ai bien ciblé où il fallait prendre. Tout simplement. D'accord. Très bien, très bien. Je peux donner 2-3 astuces en parlant de ça. Ben, si tu veux, vas-y. C'est le moment. Par exemple, avant même de choisir où vous allez acheter votre logement, regardez, si c'est de la location courte durée, regardez s'il y a des hôtels autour. Regardez s'il y a une autoroute qui n'est pas loin. Ça peut donner des idées pour mettre justement, pour acheter votre logement. Ouais. Bah oui. Par exemple, moi, je ne suis pas loin d'une autoroute et il y a des hôtels autour. Donc, ça déjà donne un indice. Et ces hôtels-là, ça fait longtemps qu'ils sont là. C'est-à-dire, eux, déjà, ils louent à la nuitée. Forcément, on peut louer à la nuitée. Donc, ça veut dire que ça peut fonctionner. Ben, c'est de bonnes astuces, très, très bonnes astuces. Ok, j'ai une question. Pourquoi choisir Home1? Parce que ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça. Et on a énormément accumulé énormément d'expérience. On peut vous donner plein d'astuces, que ce soit au niveau fiscal,
que ce soit au niveau même aménagement. On travaille avec des décoratrices, ça fait longtemps. Et venez avec nous. Déjà, on vous fait une étude de marché gratuitement pour déjà, même avant de vous lancer, de voir combien ça peut avoir de revenus ou combien vous pourrez avoir de revenus sur votre logement. Vous aurez décidé de mettre avec nous. Donc ça, c'est un tremplin déjà, même avant même de commencer. Oui, donc effectivement, il y a un service complet Tout à fait. et tu vas jusqu'à la fiscalité. Jusqu'à la fiscalité, on leur donne des conseils. On n'est pas des juristes ou Oui, non mais des je veux comptables. dire, donc il y a quand même déjà un démarrage Ah oui, de conseils sur de la fiscalité, sur du juridique, sur de l'aménagement donc Tout à fait. intérieur. Donc là, en fait, effectivement, tu t'es entouré de personnes qui t'aident, tout à j'imagine, fait. dans Une ces grosse domaines-là. équipe qui est là, et qui, à force de nous voir venir, ils savent déjà ce qu'on veut faire. Quelle question on va poser? Énormément de questions. Bah, c'est ce qu'on appelle de la veille. Hein. Il faut faire de la veille tout le temps et il faut être au courant de tout ce qui se passe. Tout à fait, Donc, tout voilà. à fait. Bah justement, tu nous expliqueras un peu comment, ou tu peux nous expliquer hein, d'ailleurs, comment tu fais de la veille. Parce que je crois qu'en fait, tu te nourris. Par exemple, juste hier, j'étais à Paris. Je suis parti à Go Entrepreneur. D'accord. Ouais, Go Entrepreneur, c'est là où il y a tous les entrepreneurs qui se réunissent et qui parlent des nouveautés et tout ce qui se passe. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup comme moi qui se déplacent de Besançon pour aller à Go Entrepreneur pour faire de la veille. D'accord. Et donc là-bas, tu vas glaner les renseignements, Moi, les je vais dernières me choses. renseigner les dernières choses qui existent. Exemple, tout ce qui est partie automatisation, quels sont les outils qui sont sur le marché, les IA qui permettent d'améliorer encore les process et tout ça. Important. Mais ça, c'est très important. Effectivement, l'IA, c'est vraiment très très important. On en parle quand même beaucoup en ce Ouais, c'est vrai, moment. on en parle beaucoup. Et il y en a un tu peu penses, de et tout. tu penses que la location courte durée, à un moment donné, va être impactée par l'IA? Mais il est déjà impacté déjà par l'IA. Ah, alors explique-nous. Bah, il y a plein de trucs qui sont déjà l'algorithme de Airbnb, Oui, c'est de l'IA. c'est l'IA, c'est vrai, Ah. c'est vrai. Mais quelles seront les évolutions, tu penses? Les évolutions, bah, là, il y a beaucoup de gens qui mettent des chatbots, mais intelligentes. Pas les chatbots qui répondent avec des réponses déjà faites, mais c'est des chatbots intelligentes qui analysent La réponse? la réponse et qui te répondent par rapport à la question que tu leur as posée. D'accord. Donc Donc ça, c'est on des y choses est que déjà, hein. c'est des choses que voilà. non, que ça tu- existe déjà. Hein. Oui, c'est des choses qui existent déjà, mais Oui. c'est là-dessus que tu restes en veille en fait sur ce Voilà, genre il y de a choses. ça, il y a peut-être autre chose qui va arriver encore. On le voit. On dit Parce pas que- tout. Parce que là, on parle de chat, mais juste chat, mais après, il y a une nouvelle voix. C'est-à-dire, là, on peut reprendre ta voix à toi, le mettre pour répondre aux questions. Et là, dès que la personne t'appelle, tu réponds, mais c'est pas toi. C'est l'IA qui va répondre à ta place avec ta propre voix. Et ça existe déjà avec, je ne sais pas si tu connais l'intelligence artificielle qui s'appelle IGN. C'est une intelligence artificielle qui permet de reprendre ta voix et de remplacer les personnes déjà au niveau physique. Et il suffit que juste tes lèvres qui bougent. En fait, on te prend en photo. Ah, mais si je connais ça. J'ai Ouais. déjà vu, Voilà. effectivement. Tu Oui. prends en photo et ils font bouger juste tes lèvres et tu avec parles. le même son que ta voix et tout, quoi. Et ça existe déjà. Dac. Tout ça, c'est de la Donc, veille. c'est le conseil que tu donnes. Restez en veille Tout le temps. tout le temps. Et Sur on ce qui se apprend de passe, tout le sur monde. ce qu'il y a autour. On apprend de tout le monde. D'accord. Ça, c'est sûr. On va passer sur le Airbnb, enfin Tout à la fait. location courte durée. Maintenant, on va passer sur des questions un petit peu plus générales. D'accord. Comment fonctionne la location courte durée? On fait l'annonce. Une fois qu'on Il y a une annonce donc à mettre. En Ouais, fait, une au annonce. départ, il y a une estimation de prix à la nuitée à Tout à fait. déterminer. Il y a effectivement un aménagement, donc de ce que j'ai compris de Mais l'appartement. souvent c'est léger. Hein. C'est vraiment... Il y a un aménagement quand même à faire pour que ce soit Airbnb, entre ça, guillemets, voilà. un peu Il faut que ça soit vraiment présentable. Instagram. Voilà. Instagrammable. Instagrammable, Voilà. pardon, Instagrammable. Donc ensuite de ça, en fait, on crée une annonce. Oui, tout à fait. Donc on a des sites spécialisés. On a parlé d'Airbnb, mais il y a Booking, Abritel, enfin il y en a d'autres. Ouais, il y en a beaucoup, Il mais y en a- en général, tout le monde croit que c'est Airbnb qui a le monopole, mais c'est Booking qui a le monopole. Hein. Effectivement. Booking, Enfin, il y a- plus de 50 vers 60% des réservations sont sur Booking. Hein. Après, le reste, c'est sur Airbnb à peu près. Alors il y a Airbnb, je 30%. pense, a percé peut-être un petit peu plus en France à un moment donné. Non, Non? non. C'est Ou un toujours petit peu plus Booking dans la qui... région? Ça dépend. C'est même pas les régions. C'est une question de perception. Mais en général, c'est Booking qui domine le marché. On peut dire ce qu'on veut. Booking, c'était là en premier. Airbnb, ils ont grignoté pas mal de marchés. Mais c'est Booking qui est leader. Toujours. D'accord. Donc une fois que j'ai mis mon annonce sur les sites, je vais avoir donc... Ça Après, marche nous, comment après? Des après- réservations?
Ouais, après nous, il y a toute la partie automatisation qu'on doit mettre en place, c'est-à-dire la messagerie. Si on fait une entrée automatique, on doit mettre les processus en place en regardant comment la personne va arriver. Vraiment, on va tout décrire dans le message. Plus, on va mettre aussi la boîte à clés ou le modèle de boîte à clés. On va leur expliquer comment l'ouvrir, comment on va l'utiliser pour accéder au logement. Donc j'ai des réservations, j'ai des gens qui viennent dans mon logement, du coup, des voyageurs. Donc là, il y a des entrées et des sorties, c'est ce que tu es en train Du d'expliquer. check-in, check-out. Voilà, donc en fait, l'entrée, soit en fait on l'accompagne, soit on met une boîte à clés. Ouais, idéalement, il faut mettre la boîte à clés. Parce qu'en ce moment, avec les propriétaires, l'État, justement avec la loi de finances 2025, On va y revenir après. On va y revenir après de la loi de finances, mais en gros, soit, ça tu nous rediras, mais ouais. soit en fait on accompagne, on attend finalement les voyageurs, on les accueille, fait rentrer, on les fait rentrer, ou soit on met une boîte à clés. Idéalement, c'est de mettre une boîte à clés. Ils passent leur séjour dans l'appartement. Tout à fait. Donc tout se passe bien. Tout se passe bien, ils ressortent, ils partent on récupère les clés, et donc on reçoit notre paiement. Tout à fait. On reçoit même notre paiement pendant le séjour. Ça dépend si le séjour dure 2 jours ou 1 semaine. D'accord. Et donc après, on se retrouve donc avec un nouveau voyageur qui s'enchaîne. Après, une fois qu'ils sont partis, il y a une personne qui vient faire l'entretien. Il faut faire l'entretien. Voilà, on check. Souvent, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. On check. Et après, une fois qu'on a checké et que tout va bien, on le remet à disposition à d'autres voyageurs. Parce que là, on est en mode un peu hôtellerie, quoi. C'est un peu ça. Tout à fait. Voilà. Ça ressemble. D'accord. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de louer sur Airbnb ou d'autres plateformes? Je vois que des avantages. D'accord. Alors, explique-nous, quels sont ces avantages? Premier avantage, déjà la rentabilité, ça n'a rien à voir avec la rentabilité que vous avez sur un logement classique. Là, vous pouvez faire 30% de plus sur chaque logement, en moyenne. Mais je dis 30%, c'est pour prendre une marge de sécurité. Après, pareil, vous avez un niveau d'entretien au niveau du logement. Peut-être qu'elle va être un peu plus usée, mais ce n'est pas grave. Mais en moins, l'entretien sera suivi. Parce que le problème qui se passe avec un locataire classique, c'est qu'il va rester 2-3 ans, mais on ne vous dit pas dans quel état vous allez trouver votre appartement. Donc ça, c'est vrai que là, c'est refait régulièrement. Voilà, donc, parce qu'on se doit de le refaire, en fait, pour que ce soit toujours au top. Voilà. Donc, on garde un appartement finalement bien entretenu. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Après, il y a ça aussi, mais aussi, il y a la partie fiscale. Ouais. Très avantageux. Exemple, je vous dis, vous avez gagné 1 000 €, il y a un abattement avec, de 50%. Et vous pouvez aller jusqu'à au-delà de 50%, mais la loi elle a fait que maintenant, c'est 50%. Avant, c'était 71%. Mais maintenant, c'est 50%. D'accord. Donc, on a un abattement fiscal qui est intéressant. Qui est très, très intéressant. Donc... Et surtout, quand vous allez faire encore des travaux, vous avez la partie BIC réel, où vous allez déduire les travaux, vous allez déduire aussi les frais de notaire, vous allez aussi, déduire aussi tout ce qui est la partie crédit, les créances de crédit, tous les mois. Ça aussi, vous pouvez le déduire. Donc, en clair, on gagne de l'argent partout. On gagne de l'argent partout. Mais c'est vrai, hein. C'est que des avantages. C'est pour ça que tu es là et que tu nous redonnes justement ton expérience. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une période pendant laquelle on loue mieux son logement en courte durée ou pas? Est-ce qu'on peut louer toute l'année? On peut louer déjà toute l'année. Ça, c'est possible. C'est possible. Mais après, vous avez des phases, vous avez la basse saison et la haute saison. Parce qu'il y a basse saison, haute saison. Voilà, tout à fait. D'accord. Et entre deux, vous pouvez avoir des intermédiaires ou des fluctuations. Par exemple, à la période de Noël ou des vacances. Des vacances de scolarité ou des événements. Comme ici, on a la foire de Besançon. De temps en temps, là, on a un pic où il y a énormément de demandes. Ouais. Et là, ce que nous, on fait aussi, c'est du life management. C'est-à-dire, on s'adapte par rapport à la demande et on augmente les prix, on baisse les prix. Et ça permet justement de doper la rentabilité. D'accord, de réajuster et finalement de louer toute l'année. Parce que le prix n'est pas le même en fonction des... C'est jamais les mêmes. Et toujours des événements. On regarde les événements, tout ce qui se passe dans l'année. On fait même un planning, parce qu'on met une roadmap des prix pour justement ajuster les prix à chaque période. D'accord, bon, c'est bon à savoir, en tout cas à Besançon. Donc pour tous ceux qui souhaitent éventuellement se lancer dans la location courte durée, à Besançon, c'est pas un mythe. On peut louer toute l'année. C'est vrai. Avec effectivement une périodicité. Et venez voir Home One. Combien de temps ça prend pour gérer un logement, un appartement? C'est le démarrage qui est le plus dur. Après, c'est le suivi. Le démarrage, on met énormément de temps, mais pendant le suivi, ça découle parce que c'est rodé, les équipes ils sont rodées, ils savent ce qu'ils ont à faire, c'est automatisé, avec des consignes bien
bien préparé, non, ça découle. Normalement, il y a moins de temps, parce que ce qui prend le plus de temps, c'est la mise en place. D'accord. Voilà, tout simplement. Et combien je peux gagner en plus par rapport à un loyer classique? Il n'y a pas de chiffre, mais en Je vais moyenne... donner, parce que moi j'ai un appartement, ça fait longtemps que Ouais. je le loue. Par exemple, moi, mon appartement, si je le louais vraiment au maximum, je serais à 600 €, quoi. Et là, 600 € donc en location classique, ouais, en classique. Et là, en moyenne, je suis à 1200 € tous les mois. donc le double. Voilà, On peut le double. doubler son loyer, Tout à fait. de sûr. Dessus. Bah, c'est plutôt intéressant. Très intéressant. Est-ce qu'on peut mettre tous les types de logements en location courte durée? Je pense qu'on peut essayer de mettre tous les types de logements, mais ça ne marchera pas. Parce qu'il faut toujours ce petit truc d'aménagement, de décoratrice, de choisir les lieux, de bien cibler les bonnes personnes au bon moment. C'est très compliqué. Mais une fois qu'on a fait l'étude et que l'étude nous a donné des éléments bien précis, bah, ça découle, quoi. Mais on ne peut pas tout louer, je pense. Non, tous les appartements ne sont pas louables en courte durée. C'est pas possible. Alors qu'est-ce qui ne serait pas louable? Par À exemple, ton point de vue, à mon point de vue, le lieu. Par exemple, un emplacement un qui ne serait emplacement. pas... Ouais, un emplacement, je vais te donner un emplacement parce qu'il n'y a pas longtemps, pareil, on m'a sollicité, on m'a dit, ouais, j'ai un appartement, nickel. J'arrive dans les lieux, bah déjà, quand tu rentres, tout est pourri. C'est-à-dire l'entrée et tout ça, tout est dégueulasse, tout est pourri. Par contre, l'appartement à l'intérieur, il était bien, mais déjà, quand on rentre dans le couloir, si tout est pourri et que ça n'a pas été refait, déjà, qu'est-ce qu'aura l'image du voyageur? Il va garder ça en tête. Première impression qu'il a eue pour lui, c'est que quand il est arrivé, tout était pourri, c'était dégueulasse, ça sentait des odeurs mauvaises. Il voit un rat passer. Pour lui, première chose qu'il voit, c'est ça. D'accord. Même s'il passe un bon séjour, le commentaire qui va arriver après, ça va être « j'ai vu un rat passer », il va défoncer le logement. Et D'accord. tu sais Donc, très bien que alors, au-delà de l'emplacement, c'est surtout, en fait, effectivement, l'environnement. qu'il faut un environnement, Saine, ouais. on va dire une façade, si c'est un à immeuble, fait. quelque chose qui soit finalement un peu joli et qui donne envie, quoi. Qui donne vraiment envie. D'accord. L'objectif, c'est quand tu arrives, tu dis « waouh ». En fait, il faut avoir ce waouh-là dès le début, quoi. Mais pas uniquement dans l'appart. Pas uniquement que dans l'appart. C'est- L'environnement est important. est important. L'ambiance aussi. Donc ça aussi, c'est bien à prendre en L'odeur. considération. Ouais, tout ça est important et c'est bien de le prendre en considération, Ah, tout à surtout fait. pour les auditeurs qui nous écoutent. Et c'est pour Et, ça qu'à chaque fois, moi, je me déplace pour aller voir les lieux et voir l'accessibilité. Ça, c'est vachement important. Là, je vous donne un tips encore. L'accessibilité, c'est le plus important. Parce que souvent, la plupart des voyageurs, il faut qu'ils ne soient pas loin. Quand ils garent leur voiture, il ne faut pas qu'ils soient loin du logement. Il faut trouver une solution pour que ce soit accessible le plus facilement possible. Et comme je disais, bah, les odeurs et tout ça, une belle façade, l'accueil bienveillant et tout, quoi. C'est Et très, c'est très important. important. D'accord. Est-ce que je dois déclarer mon logement à la mairie? Tout à fait. Ça, c'est Ça, c'est obligatoire. impératif. Ça, c'est obligatoire. Donc, la mairie doit être au courant que je loue. Tout à fait. En En location courte courte durée. C'est très important. Là, c'est obligatoire et c'est... déjà, avant que moi je commençais, je le faisais avec tout le monde. Et là, c'est devenu vraiment obligatoire. Et c'est partout en France? C'est partout en France, ça. D'accord. Il n'y a pas de restrictions. Et quand on déclare, on fait quoi? C'est compliqué? Non, tout simplement, on va à la mairie ou sinon, même maintenant, on le fait en ligne. Ça va beaucoup plus vite. D'accord, on va sur... On va sur Internet. Internet. Il y a une base de données par rapport à ça. Il suffit de le remplir, vous le renvoyez, c'est directement en ligne. Vous remplissez les cases et c'est vous pas envoyez. compliqué, tant mieux, parce que des fois, ça Non, peut être un non, peu compliqué. Non. Ok. Ils nous ont facilité la vie. grâce à Et ça. est-ce qu'il y a des règles spécifiques à la ville de Besançon, par exemple? Non, parce qu'au final, Besançon, franchement, c'est chouette parce qu'on n'est pas plus de 200 000 habitants. Donc, on est moins. Et c'est quand on est plus de 200 000 habitants que les règles commencent à rentrer en vigueur. D'accord. Et c'est Voilà. quoi les règles spécifiques, juste En à titre général, d'info? les règles spécifiques, c'est qu'on ne peut pas louer parce qu'il manque des logements. Et par rapport à ça, ils nous disent qu'il faut donner une compensation. C'est-à-dire avoir 2 logements, un logement qu'on met sur Airbnb et un autre logement qu'on met à disposition à la population pour qu'ils puissent le louer. Donc, des villes comme Paris, ça peut être un peu compliqué, du coup. Vivre sur Paris, c'est compliqué. mais, Mais, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a une limite de jours pour louer mon bien chaque année? alors oui, ça a toujours existé. C'est par rapport aux résidences principales. Ouais. Et avant, c'était 120 jours qu'on pouvait louer en location courte durée. Et maintenant, ils l'ont réduit. Maintenant, c'est 90 jours. Depuis le début de l'année? Depuis la récente loi de finances qui nous a fait une petite marche arrière Une petite marche arrière? Ouais. par rapport à ça. Ok. Bon, après, une question, on va dire, d'ordre pratique. Donc, je vais revenir à ce que tu as dit. Est-ce que
faut vraiment être présent pour accueillir les voyageurs et les faire sortir ou pas? Alors, moi je dirais, franchement, ce serait l'idéal. L'idéal. Mais les gens, je veux dire, les gens, ils ont pris cette habitude maintenant, depuis le Covid, de ne plus avoir ce contact-là et d'avoir une boîte à clés quand ils arrivent, comme ça ils sont autonomes et c'est plus facile. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver jusqu'à 22h, 23h, il n'y a pas de souci. Tandis qu'avant, il fallait attendre la personne pour l'accueillir, pour lui présenter le logement. Il peut y avoir un peu de retard. Voilà, il y a beaucoup de contraintes, ouais. il peut y avoir des retards, ça peut, voilà. Les emplois du temps, c'est des fois très serré. Et même la personne qui gérait plusieurs logements, s'il doit accueillir tout le monde, c'est un peu compliqué. Un peu plus compliqué. Parce que s'il y a du retard là, il peut y avoir du retard de l'autre côté. Et le fait d'avoir des boîtes à clés, c'est-à-dire la personne qui va arriver, elle est autonome. Et souvent, c'est des voyageurs professionnels. Quand ils arrivent, bah, ils peuvent arriver à 23h, 24h. Ils n'ont pas ce stress-là. Quand ils arrivent, au moins, il y a une boîte à clés avec toutes les consignes qu'on leur envoie. Et après, ils ouvrent la boîte à clés, récupèrent la clé, ils rentrent dans le logement. Et il y a une obligation par rapport à cette boîte à clés? Non, Non, bah, dans les grandes villes ou dans les copropriétés, des fois, ils sont réticents. Mais on leur explique que c'est pour sécuriser au maximum, déjà de 1, la copropriété, et suivant, après, c'est le logement, tout simplement. D'accord. Et alors, question qui est importante, comment on fait pour fixer le prix de la nuitée de sa location courte durée? Alors, c'est dur, ça, comme question. non, Enfin, c'est pas facile à estimer. Si, on a beaucoup, franchement, on a beaucoup de logiciels maintenant en ligne qui nous permettent de nous aider à voir les prix. Et je vais vous donner juste une astuce qui marche très très bien. C'est, vous allez sur Google, tout simplement, et sur la carte de Google, vous tapez location courte durée. Et vous allez voir, à un moment, il va vous faire apparaître une carte où il y aura tous les prix des logements. Et sur Airbnb, c'est pareil. Vous allez sur Airbnb, il y a souvent une carte où vous avez tous les prix des logements. Il suffit de regarder le type de logement que vous avez par rapport à votre région. Faire des comparaisons. Pour faire des comparaisons. Vous en prenez une dizaine et vous faites une moyenne. Et là, vous trouvez à peu près... Et là, c'est la plus facile. Mais après, il faut aller en profondeur, il faut aller chercher aussi. La saisonnabilité, à quel moment on peut augmenter les prix et tout ça. Comme je vous disais, il faut faire une roadmap des prix avec la saisonnalité, saison basse, saison haute, saison moyenne, ainsi de suite. Et vous préparez vos prix et après vous adaptez par rapport à ce qui se passe. C'est bizarre qu'une IA ne soit pas intéressée à ce genre Il y a de des IA qui existent, mais ça franchement... fonctionne pas. Non, en fait, il y a beaucoup de logiciels qui existent. Hein. Par exemple, il y a PressLab qui existe pour pouvoir gérer les prix. Ça fait longtemps qu'il est là et sur le marché, c'est l'un des leaders. Et ils sont là, quoi. Ils permettent de le raccorder justement à notre logiciel qu'on appelle... c'est des logiciels qui permettent de gérer toutes ces parties-là, messagerie, clients, tous les besoins qu'on peut avoir et communiquer, justement pour éviter, ce logiciel permet d'éviter tous les doublons de réservation. En fait, il y a pas mal de choses qu'on ne dit pas derrière, mais il y a un travail en profondeur pour justement subvenir aux besoins de nos propriétaires et des clients qui viennent dans les logements. D'accord. Et quels sont les éléments essentiels qu'il faut avoir dans son appartement pour satisfaire les voyageurs? S'il y avait des éléments essentiels à laisser franchement, ou à mettre? Maintenant, j'ai des doutes, mais l'élément le plus essentiel, vraiment, c'est le Wi-Fi. Ah. Bon, je pense qu'il y en a partout, mais... Non, c'est le Wi-Fi. Ah non, il n'y en a pas partout. Ouais. C'est le Wi-Fi. Parce qu'il y a des endroits où on capte super mal. Oui. Surtout maintenant, il y a beaucoup de logements atypiques où les murs sont bien épais. Si vous n'avez pas de Wi-Fi, même si c'est atypique... c'est compliqué, là. Là vous allez avoir une mauvaise note, ça c'est sûr. D'accord, ok, mauvaise note, directement. Ok, il y aurait un autre élément comme ça, spécifique qu'il faudrait avoir? Ouais, bah... essentiel? Franchement, il y a pas mal d'éléments. Exemple, une serviette. S'il n'y a pas de serviette pour quand la personne va prendre une douche, sanction directe aussi. Les draps. Pas mal d'éléments. La télé, mine de rien. Même s'ils ont leur portable, s'il n'y a pas la télé, c'est compliqué aussi. C'est compliqué, d'accord. Est-ce qu'il y a une assurance spécifique à prendre, à avoir? Oui, il y a plusieurs assurances. Franchement, il y a plusieurs assurances. Tout dépend ce que vous voulez. Mais en général, ça coûte à peu près une dizaine d'euros par mois, quoi. Et après, nous... Donc, c'est une assurance spécifique, en fait, pour location courte durée, on est d'accord? Location courte durée, et même pour aller encore plus loin, nous, ce qu'on fait, souvent, c'est des cautions qu'on met en place. C'est-à-dire, chaque appartement, quand il y a une personne avant de rentrer, on met une caution, et quand la personne n'a pas, on lui rend la caution. Comme ça nous garantit que avant de rentrer, qu'il ne fasse pas n'importe quoi dans l'appartement. Ah, vous prenez, en fait, en conciergerie, vous prenez une garantie. Une garantie, tout à fait. D'accord, ok. Mais ça, je pense que les particuliers ne font pas.
Ça dépend. Les propriétaires font pas ça Non, ils font pas ça. Ils font sur pas Airbnb. ça. Non. Mais est-ce qu'on peut le faire sur les plateformes? Mais Airbnb, ils ont AirCover. D'accord, Ça, donc c'est AirCover, comme une caution. Ouais, c'est comme, en fait, tous les problématiques qu'il peut y avoir dans l'appartement, il faut juste envoyer un message comme quoi il y a eu ça qui était cassé, il y a eu ça comme problème, et après, ils nous remboursent. Mais ils par rapport à remboursent ça. facilement ou Ça met un peu de temps. Il faut argumenter. faut pitcher? Voilà, pitcher, tout à Ok. fait. Bon, alors comment je fais pour faire en sorte que mon appartement se démarque des autres? Parce que, comme on l'a vu, ça a pris une ampleur quand même. Hein. Au début, il n'y avait pas trop de monde. Après, ça commence à se remplir. Alors, maintenant, il y a quand même du monde Moi, un peu j'ai partout. plusieurs astuces par rapport à ça. Ouais. On Franchement. aimerait bien les entendre, justement. Ah, bon, je vais en donner 2 ou 3. Allez, Non, 2. mais deux. Allez, soyons... Et franchement, les deux, Ne donne pas tout. d'accord. Les deux sont pas mal. Nous, ce qu'on avait mis en place, qui a vraiment cartonné, qui a bien marché, c'était, on avait une genre de love room. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué la journée et on l'a loué à la nuitée. Donc, c'est-à-dire, on avait, dans une journée complète, on l'avait loué 2 fois. Par exemple, on le louait à 90 € la journée, on le louait à 130 € la nuitée. Donc, ça... Ça a augmenté. D'accord, mais en fait, comment on fait en sorte que mon appartement soit, entre guillemets, mis un petit peu au-dessus Bah, ou, il faut faire... comment on fait pour le différencier? Comme je viens de te dire, tu sais, il y a de plus en plus de monde. Ouais, mais il faut faire des appartements atypiques. C'est pour ça que je te parlais de, pardon. de Excuse-moi, de alors. Love Room. De Love Room. Déjà, il est atypique, et après, on augmente la puissance du... La Love Room, c'est vraiment un phénomène. Hein. Ah, mais la Love Room, ça marche très très bien. Ouais. Ah, c'est- J'ai l'impression, parce qu'on en Ouais. entend parler. Pourquoi? Parce que les On gens, ils fera sont... peut-être un autre sujet. Tu vois, donc, Ok, quelle est la meilleure plateforme pour toi aujourd'hui? Tu l'as dit tout à l'heure un petit peu. Non, c'est pas la meilleure. Moi, je pense qu'il faut être sur toutes les plateformes. Toutes, Ouais, d'accord. toutes. Mais essentiellement, les 2 plateformes phares, c'est Booking et Airbnb. D'accord. À Voilà. Britel, À Bruxelles, tu peux y aller, mais... Moi j'y vais pas. Perso, c'est moyen. Bon, j'y vais pas. d'accord. Parce que... Au vu de ta réaction, ça doit pas être non, terrible. bah, j'ai testé, hein, j'ai tout testé. Donc, je peux te dire ceux qui fonctionnent bien. En tout cas, moi, en ce moment, ce qui marche bien, c'est Booking. C'est Booking. Voilà. Et justement, comment fonctionne, on a parlé d'IA, de l'algorithme de recherche un peu de ces plateformes. Tu sais comment ça fonctionne? Je pense que oui, puisque Oui, bah, c'est ce qui te on permet est- en on fait est au de mettre en quotidien, avant. ouais, on est au quotidien avec eux. Et il n'y a pas de secret. Hein. Plus tu vas leur donner un pourcentage, plus ils vont te mettre en avant. C'est vraiment ça le secret. Hein. Il y a pas Ah de d'accord, donc l'IA, c'est en fonction de ce qu'ils Voilà. prennent comme commission. commission. En tout cas, ce que je vois avec Booking. Hein. Donc, plus on leur donne des commissions, plus ils nous mettent Plus en en avant. fait ils te font monter, bah oui, c'est en même Plus ils nous temps, mettent en avant. il n'y a rien d'illogique. Voilà. Mais après, il faut avoir des beaux appartements avec des beaux commentaires aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il faut des photos de qualité, il faut des commentaires de qualité, il faut un emplacement de qualité, voilà, exemple. Tout cela permet de donner un peu plus de part à Booking ou à Airbnb pour que ton annonce puisse monter. Voilà. en même temps, c'est logique. Il n'y a rien d'illogique. Voilà. Si C'est du gagnant-gagnant. si effectivement tu leur donnes beaucoup de commissions, ça veut dire que tu loues beaucoup. Et donc si tu loues beaucoup, bah, tu montes. C'est Donc, vrai. mais il n'y a pas que ça, je suis d'accord Il avec n'y a ça. pas que ça. Là, Il faut quand même pour louer beaucoup avoir un bel appartement qui donne envie qui donne et envie. où les gens se sentent bien. Parce que Tout à sinon ça ne fonctionne pas. D'accord. Alors tout à l'heure, tu as parlé d'un accompagnement que tu fais même en amont Tout d'un à fait. projet, c'est-à-dire avant même d'être propriétaire. Et bien justement, j'ai une question. Oui. Moi, je devais acheter un appartement Oui. et que je voudrais mettre en courte durée. Est-ce que je dois l'acheter, d'accord, sur une rentabilité de courte durée, de location courte durée, ou est-ce que je dois l'acheter sur une rentabilité de location classique? Mais je pense que tu as déjà la réponse parce que... J'ai déjà la réponse, moi. Moi, je la connais, la réponse, mais j'aimerais que tu me C'est la vrai qu'on donnes. en a discuté Ouais. avant, mais c'est vrai que c'est toujours se baser sur une location classique. Quoi qu'il arrive, quand vous achetez un logement, il faut partir que déjà, il faut que vous soyez rentable sur un logement classique. Une fois que vous êtes rentable sur un logement classique, tout ce que vous aurez en plus, c'est du bonus, quoi, tout simplement. Donc, on rappelle un peu ton histoire. C'est ce que tu avais fait, en fait. Tu as Ouais. mis un appartement en location classique et tu avais un appartement qui rattrapait Ouais, avec la location courte durée. Donc, c'est important. D'être, Enfin, moi, je te rejoins, mais en ouais. même temps, l'immobilier, c'est un peu ma partie. ouais, je sais. Et je te rejoins complètement là-dessus. Surtout, ne faites pas cette erreur d'acheter des biens avec une rentabilité en fait de location courte durée, puisque ben, là, quand on a Ouais, des le nouvelles jour- réformes qui arrivent,
Voilà. bah, ça devient vite compliqué. Réforme, ou même quand le Covid est passé, Oui. bah, il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents. Ouais. Et donc après, effectivement, bah, le banquier, lui, Ouais. il s'en fiche. Ok. Bon, on va arriver sur la question des dégradations. Ah, Bah oui, on peut pas dire que ça n'existe pas, puisque on a pu observer sur Internet qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent aussi, qui ont des dégradations, des fêtes, des gens qui respectent pas les règles. c'est vrai. Alors la question c'est, est-ce que ça arrive souvent? Franchement, c'était pendant la période de Covid que ça arrivait souvent. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne pouvaient pas sortir, ils ne pouvaient pas profiter. Donc, ce qu'ils faisaient, bah, ils louaient des appartements et ils faisaient la fête. Mais maintenant, nous, on a trouvé des solutions justement pour contrer tout ça. Ce que je te parlais de la caution. Parce que pendant cette période-là, nous, on avait augmenté la caution. Après, on faisait des réservations. Avant, on le faisait une nuit de réservation à chaque fois, ce qu'on mettait en avant. Maintenant, on faisait minimum 3 nuits. C'est-à-dire, la personne, quand elle le loue pour 3 nuits. Minimum. Et là, minimum. Donc, ça freinait énormément de gens. Et surtout, le week-end, c'est ça qu'il faut mettre en place. Donc ça, c'est important de aussi. ce que tu es en train de dire. Ça Ouais. veut dire qu'effectivement, si on vient qu'une nuit, on peut avoir des gens qui viennent faire une fête, par Voilà, tout exemple. ça. Mais ça, c'était la période pendant le Covid. Mais maintenant, il n'y a plus de fête. Hein. C'est vraiment... non, vraiment, il n'y en a plus. D'accord. Voilà. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire si j'ai un locataire un voyageur, Oui. on va appeler ça un locataire, mais un voyageur plutôt, qui dégrade mon appartement? Bah, déjà, sur Airbnb, vous avez AirCover. Oui, ça c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Qui peut couvrir pas mal de dégradations, mais ça met un peu de temps. Après, sinon, sur Booking, vous avez à peu près la même chose. Mais nous, on préfère avoir la main. C'est-à-dire, on prend la caution et on fait une main courante où on essaie de trouver une solution pour... Mais la meilleure solution, c'est la caution. Mais la caution, tu prends quoi en caution? En caution, ça dépend des appartements. Exemple, là, la plupart de nos cautions, ils sont entre 350 et 1000 euros. Tout dépend de la taille de l'appartement et tout ça. D'accord. Voilà. Ok. Mon assurance habitation, est-ce qu'elle couvre mon assurance habitation? Non, il faut expliquer à l'assureur que là, vous allez faire de la location courte durée. Ah, voilà, donc ça marche pas. Si je ne lui dis pas, ça Voilà, fonctionnera pas. parce que je vous donne un exemple. Si, par exemple, vous avez un problème au niveau des dégâts des eaux, certes, l'assurance va prendre, mais si pendant 3 mois, c'est vos sources de revenus, c'est vos seules sources de revenus, et pendant ces 3 mois-là, il doit faire les réparations. Donc, du coup, vous n'avez plus de revenus qui rentrent. Donc, il y a le fait de dire que c'est une location courte durée et que vous avez pris la bonne assurance, pendant ces 3 mois-là, vous allez recevoir tous les mois la somme que vous gagnez pendant ces 3 mois-là. D'accord. Donc, c'est important quand C'est même important de bien de- préciser les choses. Tout à fait. Donc, finalement, même si on ne prend pas une assurance spécifique, il faut quand même spécifier à son assureur Ouais. que Pour- je ne fais plus de la location classique, mais de la courte D'accord, durée. courte durée. Et ça vous permet de demande- prendre une assurance supplémentaire qui va coûter un peu plus cher. Ah. Mais au cas où s'il y a un dégât ou un truc comme ça peut couvrir les 3 ou 4 mois, 5 mois où ça ne s'est pas loué. Et tous les mois, selon le contrat que vous avez, l'assurance va vous rembourser cette partie-là. Au moins, vous ne serez pas à nu et vous aurez de C'est l'argent qui important. rentre. Bon, on s'est aperçu aussi de faux profils. On a pu voir sur C'est Internet qu'il y a de plus en plus de gens qui créent des faux profils C'est vrai. et qui finalement viennent réserver les appartements, et notamment un phénomène qui est en cours, c'est plutôt les prostituées qui n'ont pas donné de carte d'identité, ou c'est un accès facile à l'appartement. Qu'est-ce que tu en penses déjà de ça? Est-ce que Franchement- tu le ressens aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà eu affaire à ça? Souvent, j'ai eu affaire à ça. C'était souvent à Dijon. Et quelques fois à Dole aussi. Mais je pense que on peut les attraper toujours parce qu'il y a toujours une identité qui permet de réserver. Exemple, je prends le cas de Airbnb. Airbnb, c'est une communauté. Il suffit qu'il y ait un mec qui fait ça, il est directement signalé à Airbnb et il est rayé directement d'Airbnb. Donc il part tout de suite. Et on sait que c'est cette personne-là. Et le fait de l'avoir mis, c'est-à-dire pour tous les propriétaires ou tous les conciergeries qui sont sur Airbnb, ils sont au courant que cette personne-là ramène des prostituées dans les appartements. Donc ça permet de régler ce problème-là en amont pour les autres. Alors après, ça, c'est une façon de régler le voir. Mais problème. est-ce que toi, par exemple, tu peux repérer, avec ton expérience, des signaux Ah oui, oui. qui te permettent en fait Ah oui. de voir qu'un profil peut être problématique? Ouais, les messages. Les messages. Les messages, donc. Par exemple, souvent le message c'est est-ce que c'est l'entrée autonome? Est-ce que... Ah, il y a des messages bien précis Ah oui. qui te permettent de savoir qu'ils ne veulent Directement, pas c'est se les- faire attraper, quoi. Voilà, en fait. tout à fait. Ils ne veulent pas Est-ce vous que- voir, quoi. Est-ce que l'appartement il est au rez-de-chaussée ou il est à l'étage? Toutes ces questions-là.
Une fois Donc, que t'as toi, deux, tu as une trois- liste de questions où tu sais que quand on te pose ces Ah ouais, mais questions-là, c'est sûr. il y a un faux profil, il y a Ah un ouais. truc qui ne va pas. Non, pas forcément un faux profil, mais il va y avoir de la prostitution. Donc, D'accord, donc ça, c'est intéressant donc, ouais. à savoir. Et ben justement, la question, c'est quelle question il faudrait poser, en fait, pour savoir si on est face à un genre de profil. Donc, comme tu viens de le dire, en fait... Non, il faut même pas poser de questions, parce que si vous posez des questions, il va y avoir des doutes. Laissez-le venir, vous allez savoir exactement ce qu'il va. donc, on ne pose pas de questions. Ah non, parce que si vous posez des questions, il va essayer de trouver des solutions pour répondre autrement. Réponse qu'on veut entendre. peut-être. Voilà, tout à fait. Tandis que là, si vous dites que vous êtes bien arrivé, c'est juste ça, vous êtes bien arrivé, comment ça s'est passé. Et en plus, nous, ce qui est bien, c'est qu'on a des voisins. C'est-à-dire, forcément, vu qu'on est dans une copro, les voisins, ils voient des allers-retours et tout ça. Donc, ils nous préviennent à chaque fois dès qu'il y a le moindre truc. Donc ça, on le sait tout de suite. D'accord, donc pas poser de questions. Et est-ce qu'il faut refuser certaines réservations? Moi, À ton avis. pour moi, il faut refuser. Parce que du moment que ça nuit à l'environnement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est du gagnant-gagnant. On n'est pas tout seul dans la copro ou même dans l'environnement. Il faut respecter aussi la vie des autres et les autres, ils nous respectent aussi. Donc, moi, je pense que si ça dégrade l'image ou, on va dire, le bon entente entre les propriétaires ou les locataires, je pense qu'il faut faire le nécessaire. Parce que les personnes, souvent, ils sont que de passage. Tandis que nous, on va vivre longtemps avec eux. Donc, au final... D'accord. Et là, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la location courte durée type Airbnb, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui viennent nous voir. Ben ça, c'est un excellent conseil. Qui viennent nous voir. On a tous les astuces, on a tout vécu. Donc, on peut leur montrer pas mal de choses. Alors là, je voudrais faire un petit aparté, mais que ce soit un petit peu détendu. Ouais. J'aimerais que tu nous racontes les pires situations que tu as déjà rencontrées. Si tu te rappelles de ces J'en ai situations. Il y en a plein. certaines qui ont dû effectivement te marquer dans les locations d'appartements. Non, mon fils, il rigole derrière déjà. Puisqu'il est derrière, lui. Il est là. Alors, tu peux nous donner quelques anecdotes? Par exemple, quand je faisais l'inspection de l'un de mes appartements, quand j'arrive, je cherche l'employé, je cherche partout. Je dis, mais c'est bizarre, je ne le trouve pas. Je frappe. La porte où d'habitude j'ouvre à la clé, elle est coincée. Je frappe. À un moment, il vient m'ouvrir avec la serviette et tout. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, bah, je suis en train de prendre ma douche. Je dis, attends, t'es en train de nettoyer l'appartement ou tu prends ta douche? Ah oui, donc l'employé, finalement, lui, utilisait l'appartement. Ouais, tout à Donc, fait. dans le confort. Ok, Dans le ça, c'est confort. une anecdote. Bon, ça va. Ça va, ouais. Ça va, ça a été. Il s'est rhabillé, il a nettoyé. Finalement, est-ce qu'il a bien nettoyé l'appartement? Franchement, j'étais dépassé. En fait, tellement je me suis dit, il ne faut pas que je m'énerve. La résilience encore, je dis, bon, on va laisser passer. Bon, il a fini de se rhabiller, il a Ouais. fini la douche, hop, Ouais, et il est il est reparti. parti, voilà. D'accord. T'en as une autre anecdote comme Ouais, ça? j'en ai plein. Un des appartements que je gérais à Dijon, il y a un mec, quand on est revenu dans l'appartement, il était parti avec le frigo, le micro-ondes. Ah oui, il a tout pris. Ah, il a tout pris. Il a déménagé, Ouais, il a déménagé l'appartement. Il n'avait pas compris sur l'annonce Ouais, que je c'était pense. pas déménagé. Ah oui, d'accord. Donc Voilà. ça, c'est arrivé, ça. Ouais, c'est arrivé. Ah ouais, mais là, tu te retrouves quand même... Bah, on quand a tu récupères l'appartement et que tu vois ça... caution. Ah oui, non, mais il faut Ouais. que la caution, elle, Ouais, je sais. elle paye Non, tout le bazar. Non, mais quoi. elle a payé tout le truc. Hein. Parce qu'on a passé par Airbnb, après on a pris la caution aussi. Ouais, ça existe quand même, quoi. Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui. Et quoi d'autre? Il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Il y a un peu plus hard, mais bon, on va pas choquer tout le monde. Allez, fais-nous rêver. Fais-nous rêver, c'est le moment. Non, il y a un mec qui était venu, un mec qui était venu avec une des filles, et les parents nous appellent, bon, on va dire les parents. La mère nous appelle, elle dit, mais j'ai pas loué l'appartement. Je dis, comment ça? J'ai pas loué l'appartement, pourtant vous avez eu un débit de 500 €. Je dis, comment ça? Je regarde, je me dis, vous êtes encore dans l'appartement? Elle me dit, non, c'est pas possible. Je dis, ok, on va appeler. J'appelle la personne, elle dit, allô? Je dis, mais c'est vous qui avez loué l'appartement? Oui, comment vous appelez? Un tel. Ah, ok. Donc j'appelle la personne, je dis, bah, c'est un tel. Ah, c'est ma fille! Je vais la tuer et tout. Donc en fait, tout ce qui s'est passé, c'est que sa fille a pris sa carte, Un faux profil. elle a réservé le logement, elle est partie avec son copain, c'était un love room qu'on avait, et ils ont passé 2 jours là-bas. D'accord.
Et donc, effectivement, la maman a dit, bon, attendez, Ouais. qu'est-ce que vous me racontez? Ouais. Ah, d'accord. Bon, bah, effectivement, je pense que... Est-ce qu'elle est... Elle est toujours vivante? Je sais pas. C'est la vraie question. Mais je crois qu'ils étaient déjà en froid. Donc. C'était déjà un peu compliqué. Ouais, Bon, bah, je pense qu'elle a pas... ça n'a pas dû aider. OK. Est-ce que de la part des propriétaires, il y a des craintes des fois? Tout le temps. Donc, de laisser à une conciergerie s'occuper Parce que, de son mine bien. de rien, les conciergeries, il y a des conciergeries qui sont mal réputation. Il y a Mauvaise réputation, ouais, d'accord. mauvaise réputation. Ils ont du mal à trouver les bonnes choses pour les propriétaires. Et souvent, nous, quand on arrive derrière pour récupérer un appartement, ça devient compliqué. On est obligé de reprendre tout à zéro, leur expliquer que nous, ce qu'on fait, c'est pas comme les autres, c'est différent. Mais c'est vrai que beaucoup de propriétaires, ils ont ce crainte-là de passer par une conciergerie parce qu'on a une mauvaise réputation, tout simplement. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends comme crainte le plus souvent? Bah, Bon, vous avez ils n'entretiennent pas nos appartements, ils font pas attention, c'est toujours sale, il y a toujours un truc cassé, c'est souvent toujours les mêmes choses. D'accord. Et on ne sait pas ce qui se passe dans l'appartement. Donc, D'accord, donc ils sont un peu craintifs. voilà, par rapport à ça. Ils veulent, Tandis que nous, tous les mois, on envoie un rapport, on leur explique ce qui va, ce qui ne va pas. ils veulent un suivi, quoi. Voilà, un suivi. Et c'est ça qui manquerait avec les autres conciergeries. Mais idéalement, il faut être un petit peu transparent avec eux et envoyer un suivi tous les mois, un rapport qui leur explique comment fonctionne leur appartement. D'accord. Donc, eh ben, ça, c'est effectivement bien pour les rassurer. Mais sinon, est-ce que tu as d'autres méthodes pour rassurer les Les autres personnes qui méthodes, sont... bah, à tout moment, ils peuvent nous demander de venir dans l'appartement. C'est pas un souci. Ils viennent, ils regardent, Ils vérifient. ils vérifient. Et puis, ils vous êtes ouvert à discussion. tout le temps. Au contraire, on est là pour les aider, répondre à leurs problématiques et les aider. Home One est là pour ça. Hein. Le but de la création de Home One, c'était ça. Déjà, m'aidez-moi parce que j'ai eu ce problème-là. Oui, mais du coup, tu as Et du coup, retransmis je ce que tu as retransmets. vécu Voilà, tout toi à fait. pour les autres. Pour les D'accord. autres, pour les aider, les accompagner, pour qu'ils gagnent énormément d'argent avec leur logement. Donc, du coup, on a fait un petit sondage et on a des questions en fait d'auditeurs bien précises, mais sur les nouvelles réglementations qui D'accord. sont sorties en fait depuis le début de l'année. Donc, bah, écoute, ils nous ont posé les questions à travers des vidéos. Je te propose qu'on voit la première question ensemble. D'accord. C'est par ici. Bonjour. Avec les nouvelles lois sur la location courte durée, est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer en 2025? Merci pour votre réponse. Oui, ça vaut le coup. Parce que là, il faut vraiment se concentrer sur des logements du type atypique qui sont vraiment intéressants. Par exemple, on parlait de Love Home tout à l'heure, mais maintenant, il y a d'autres logements, il faudrait y penser. Par exemple, faire un cinéma home ou aller sur des bulles, par exemple, qui existent énormément en ce moment. Et il faut essayer d'investir dans ce domaine-là, qui soit vraiment atypique, qui va avoir une vraie valeur ajoutée, qui va être différenciant de ce qui existe déjà, et vous allez vous démarquer tout de suite. Très bien, merci d'avoir répondu à cette question. Il y en aura une deuxième, mais moi je voulais juste quand même revenir sur ces nouvelles réglementations. Hein. Il y a quand même des changements qui sont importants, notamment il y a 3 points essentiels. Il y a la TVA de 10% qui n'existait pas, qui apparaît. C'est vrai. Il y a le diagnostic de performance énergétique qui est obligatoire. Qui va devenir de plus en plus obligatoire. Donc Ça, c'est ça sûr. c'est Ça, important aussi, c'est parce que important, ça ouais. peut changer la donne. Ça veut Tout à dire fait. qu'en fonction de la lettre, on a déjà le même problème sur un marché, on va dire, classique. Et puis, il y a l'abattement fiscal, tu en as parlé tout à l'heure, du régime microbique qui passe de 71% à 50%, Tout à fait. dans la limite de 77 700 € de revenus locatifs annuels au lieu de 188 000. C'est vrai. C'est quand même pas rien. C'est pas rien, mais on peut toujours s'en sortir. Par exemple, là, tu parlais de toute la partie L'abattement fiscal? voilà, abattement fiscal. Par exemple, l'abattement fiscal, c'est pas un problème. Le fait que vous allez gagner plus d'argent, peut-être vous allez donner en plus à l'État, mais ça vous permet d'être mieux que sur la location classique, quoi qu'il arrive. Oui, quoi qu'il arrive, on gagne Voilà. toujours un On petit gagne peu toujours plus d'argent. voilà. On est gagne d'accord. Plus d'argent. D'accord, mais est-ce qu'on n'a pas une petite astuce pour finalement gagner un petit peu plus sur les impôts ou de manière à... Il y aura toujours les impôts à payer, quoi qu'il arrive. Mais par rapport aux astuces, là, ils ont vraiment verrouillé. Exemple, par rapport à la TVA, là, ils ont fait marche arrière. Parce que normalement, ils devaient être rentrés en vigueur normalement en janvier. Et là, ils ont dit que c'était en juin qu'il va rentrer en vigueur. Mais ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on rentre dans des conditions pour payer la TVA à 10%. Par exemple, je vais te donner, il ne faut pas accueillir les clients. Parce que si on accueille les clients, on rentre déjà dans les 10%.
Donc ça, c'est important. Ouais, c'est pour ça que tu parlais de cette boîte à clés, finalement, voilà. à mettre. D'accord, je comprends Donc, mieux. c'est pour ça qu'il faut mettre une boîte à clés pour les accueillir. Il ne faut pas les accueillir physiquement. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut avoir 3 conditions. La première, pour éviter que vous payiez justement cette TVA, ce n'est pas de les accueillir. Une fois que vous les accueillez, bah, ça rentre dedans. Deuxième chose, il ne faut pas nettoyer l'appartement tous les jours. Parce que si vous nettoyez l'appartement tous les jours comme à l'hôtel, bah, vous rentrez dans les conditions. Et troisième chose, c'est le petit déjeuner. Si vous leur servez du petit déjeuner comme à l'hôtel, ça vient du para-hôtelier. Donc du coup, pareil, vous rentrez dans ces conditions-là. Donc on paye 10% de TVA. On paye 10% de TVA. Donc si on évite ces conditions-là, on ne paye pas les 10%. Tout à fait. C'est déjà une super info. Voilà. D'accord. Écoute, je te propose d'écouter la deuxième question. Ok. Allez. C'est parti. Quelle est en 2025 la meilleure stratégie fiscale pour rester rentable en location courte durée? Alors Mamadou, avant de répondre, je veux faire juste une petite intervention parce que je rappelle quand même qu'il y a 5 régimes d'imposition différents. Il y a le micro-BIC, le réel simplifié, le réel normal, le loueur en meublé non professionnel, type LMNP, le loueur en meublé professionnel. Alors la question, elle est bonne. C'est quel il faut choisir en fait? C'est une très très bonne question. Franchement, c'est la meilleure question que tu peux poser pour commencer. Et surtout pour tous ceux qui veulent commencer la location courte durée en meublé. Il faut partir du principe dès le début, il faut faire du LMNP, loueur meublé non professionnel. Après, il faut faire du micro-réel. D'accord. Micro-réel, je vais donner la définition. C'est tout simplement quand vous allez faire des travaux, quand vous allez acheter un appartement, vous allez faire des travaux et les rénover et le mettre en circulation pour la location courte durée ou en meublé. Ça, c'est la meilleure stratégie qu'il faut mettre en place dès le début. Et le fait d'avoir fait ça, vous allez déduire, comme je disais, les travaux, les frais de notaire, tout ce que vous allez faire comme frais, et même au niveau du crédit, vous allez enlever tout. Et ça va vous permettre de réduire et vous allez payer moins d'impôts. Tout simplement. D'accord, ok. Donc en fait, on se met plutôt au réel simplifié? Au réel, au réel normal. Au réel normal. Pas simplifié, au réel normal. Non, au réel normal. D'accord, ça c'est ce que tu conseillerais? Ce que je conseille à tout le monde. Très bien. Bon, bah écoute, merci. On va passer à la troisième question. Est-ce que les locations de courte durée de type Airbnb pourraient être à l'avenir interdites en France? Avant que tu répondes comme juste avant, petite intervention que je vais faire, parce qu'on a cherché donc, sur le sujet, parce que c'est quand même un sujet qui est assez intéressant. On s'est aperçu qu'à New York, il y a 1 an, oui. Il y a une loi qui a quasiment interdit le Airbnb depuis 1 an, dans le but de régler la crise du logement. Mais aujourd'hui, la seule chose qu'ils ont récoltée, c'est que le prix des hôtels a augmenté d'une manière importante, tout à fait. Et que la crise finalement du logement continue à empirer. Mais on s'est aperçu également, en cherchant un peu, alors ça, on va dire, c'est loin de nos frontières, c'est aux États-Unis. Mais c'est pas si loin que ça. Hein. Eh bien, c'est pas si loin que ça, parce qu'en fait, on s'est aperçu que ça arrive en France. Par exemple, à Paris, c'est compliqué. À Saint-Malo, et dans le Pays Basque. Je sais particulièrement que dans le Pays Basque, tu ne peux plus faire de Airbnb. C'est vrai. Ils veulent protéger, entre guillemets, les habitants pour qu'ils puissent se reloger. Donc finalement, la question est bonne. Alors, moi, je pars du principe que, tu te rappelles, dès le début, tu m'avais dit qu'il y avait tant de millions de Airbnb. Les chiffres sont quand même assez incroyables. Très conséquents au niveau en France, mais ils ne pourront jamais arrêter tout le monde. C'est impossible. La marche alliée, il n'y a plus de marche arrière. Je pense que la marche arrière, elle est cassée. Je dirais. On ne peut pas faire marche arrière. En tout cas, effectivement, il y a une économie parallèle qui est importante. Ça va être régulé. Par contre, il va y avoir de la régulation par rapport à ce marché-là. Mais ils ne pourront jamais l'interdire. Et même, comme tu parlais des États-Unis, ils ont trouvé d'autres solutions. Je vais t'en parler. Par exemple, la sous-location. La sous-location a pris énormément sur le pas pour la location courte durée. Et donc la sous-location, tiens, alors ça c'est un truc qu'il va falloir désacraliser. On le fera juste après. J'ai une vraie question avec ça parce qu'il y a plein d'influenceurs qui l'utilisent. Oui. Donc j'aimerais bien que tu nous fasses... parce que moi-même j'en fais. Un bref... Bah voilà. Tu fais l'influenceur ou tu fais la sous-location? Non, je fais la sous-location. Bah, restons sur notre sujet. On viendra sur ça après. Alors, selon toi, pourquoi l'État il légifère aujourd'hui sur le Airbnb là? Pourquoi ils le font? Bah, à mon avis, c'est que, comme tu disais, le manque de logement, mais aussi le manque d'argent.
bah, on sait très bien tout ce que l'État doit comme argent. Donc il faut trouver des solutions, justement. Là où on gagnait de l'argent, pour récupérer de l'argent pour eux. Et tu ne crois pas que c'est pour la même raison, c'est-à-dire la crise du logement? Parce que là, on connaît quand même... Il y a quand même une crise du logement, en fait, oui, en location classique, hein, du fait des DPE qui freinent aussi finalement le développement de ce marché. Il y a aussi effectivement la location courte durée qui prend une grosse part du marché. Donc finalement, si on additionne tout ça, ça devient compliqué de louer un appartement de manière classique. Là, j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps. Il y a 2 choses en France qui plombent l'économie en France. Il y a la crise du non-logement, c'est-à-dire il n'y a pas de logements qui sont disponibles, même s'ils sont disponibles, ils sont pas habitables. Et la santé mentale. C'est ces 2 choses qui sont en train de plomber notre économie au niveau de la France. Et c'est pour ça que la France, ils ont mis des choses en place par rapport à ça. Et la crise du logement, ça a commencé dès qu'ils ont commencé à mettre les lois en place. Et ça nous a plombé. Et du coup, on ne peut plus mettre de logements en place. Ils vont considérer que c'est insalubre. Mais je vous le dis, hein, si vous sortez un peu de la France et que vous voyez, les logements qui sont en location dans les pays extérieurs et tout ça, ils sont plus qu'insalubres, mais les gens ils vivent bien, ils sont heureux. C'est nous, on se met une balle dans le pied pour justement, on ne peut pas avancer à cause de ça. Donc il faut qu'on fasse attention. Il y a quand même l'écologie qui est derrière. Je suis d'accord, il y a l'écologie, mais après il faut trouver un juste milieu. Parce que là, ils nous donnent des délais, en plus il y a la crise du logement, il n'y a plus de construction. En ce moment, oui, c'est il faut savoir s'adapter en fait. Il faut savoir s'adapter. Comme tu disais, moi j'arrive à m'adapter, mais l'État faut aussi qu'elle sache s'adapter à tout ce qui se passe, à notre environnement et regarder peut-être ailleurs ce qui se passe et comment ils ont mis les choses en place pour justement résoudre ce problème de logement, de la crise du logement, tout simplement. Bon, du coup, Homeone est un peu en danger ou pas avec cette nouvelle réglementation? Je pense pas que c'est aller en danger. Après, il faut savoir juste réinventer, trouver des services supplémentaires. Oui, donc du coup, c'est un peu la grande difficulté en ce moment, mais tu es en train de réadapter? Réadapter, voir ce qu'on peut mettre en plus. Parce que c'est vrai qu'à la base, on était resté sur notre cœur de métier. Et au final, maintenant, on s'est dit, bah, pour grandir et peut-être faire évoluer notre façon de penser, de voir, c'est peut-être rajouter des services supplémentaires qu'on n'avait pas pensé au départ. Et que pour faire, je ne vais pas, même pas dire un pivot, c'est juste une amélioration de notre activité. C'est finalement s'adapter un peu à ce qui se passe. Mais voilà, comme tu l'as dit d'ailleurs, et comme on le redit, pour autant, une location courte durée restera toujours plus rentable qu'une location classique. Tout à fait. Dans tous les cas de figure. Dans tous les cas de figure, tout simplement. Très bien. Il faut rester motivé. On reste toujours motivé. Malgré, en fait, les hauts et les bas. Non, mais de toute façon, moi je pense que c'est dans les difficultés qu'on arrive à trouver le bon. Pourquoi? Parce que ça nous permet de solutionner et de trouver, je ne vais pas dire trouver la solution tout de suite, mais ça nous permet de grandir une fois qu'on a les difficultés. Parce que si on n'a pas de difficultés, au final, on ne règle pas les problèmes des propriétaires. Ah bah ça c'est sûr. Voilà. Et si on ne règle pas leurs problèmes, on ne gagne pas d'argent. Bah tu ne sers à rien, en fait, au final. Tout à fait. Donc vous êtes obligé d'amener un service quand même. Un service pour justement résoudre la problématique des propriétaires. Parce que nous, on travaille pour eux. Homeone, il est là pour ça. Et du coup, tu as parlé de sous-location. Ça, c'est une piste pour toi? Sous-location, ça fait un an que j'en fais. Ah, donc, du coup, ça va faire au moins 2 ans. La sous-location, est-ce que c'est une véritable opportunité ou finalement, est-ce que c'est un piège? Alors, parce que moi, je voudrais désacraliser cet aspect-là, parce que moi, je vois tellement d'influenceurs utiliser cette sous-location à dire que finalement, on n'a plus besoin de banquiers, on n'a plus besoin d'argent, on n'a plus besoin pour avoir finalement des propriétés, avoir des revenus qui permettent d'être libre. Je pense que tu vois ce dont je parle, avec des réunions d'information et tout ce qui s'ensuit. Donc, est-ce que réellement, c'est une opportunité, la sous-location? C'est une opportunité. C'est une opportunité. Alors, comment ça fonctionne? Mais il faut, comme j'ai dit avec la conciergerie, il faut savoir faire une étude de marché poussée. Parce que, par exemple, moi, j'ai plusieurs sous-locations. Et il y en a un qu'on a lâché il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que cet appartement-là était énormément énergivore. Consommait énormément d'énergie. Pas pendant la période d'été, mais pendant la période hivernale. Donc, c'est-à-dire... avant, on payait à peu près du 80-90 euros par mois. Là, on était dans les 300-400 euros, quoi. Donc, c'est pour ça que ça peut plomber la rentabilité. Mais, parce avant, ça nous rapportait énormément, mais le fait que l'augmentation des prix de l'énergie,
La consommation des clients, quand ils arrivent, bah, ils ne respectent rien. Au final, ils mettent au taquet. Et des fois, quand ils partent, ils oublient d'éteindre. En fait, c'est plein de choses. On essaie de les éduquer, mais même ça, ça fonctionne de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors du coup, c'est légal? C'est légal, parce qu'il y a des contrats qui existent, justement. Il faut avoir un accord du propriétaire. Donc ça, c'est important. Ça, c'est important. En C'est très important. préambule, il faut avoir l'accord du propriétaire. Voilà. Est-ce qu'on peut quand même juste expliquer ce que c'est la sous-location, parce qu'on ne l'a pas expliqué? C'est vrai. Alors, je vais expliquer en 2-3 mots. C'est justement, la sous-location, c'est soit par une société, soit par une personne qui vient vous voir. Vous avez un logement, il dit, voilà, bah, moi, je vais récupérer votre logement, je vais l'utiliser pour commercialiser votre logement, mais tous les mois, quoi qu'il arrive, je vous donne un loyer, le loyer que vous voulez dès le départ, comme si vous louez à une personne normale. C'est un peu comme une location meublée non professionnelle, alors. Tout à fait. On revient à ça, en fait. On revient à ça, c'est juste que là... Si toi, tu as une société, tu es le gestionnaire voilà, de l'appartement. De l'appartement ou de la personne, parce que la personne aussi, elle peut la sous-louer et la mettre à disposition sur Airbnb ou sur Booking ou sur d'autres plateformes professionnelles. Donc, il y en a tellement maintenant. D'accord. Et donc là, en préambule, il faut que le propriétaire, évidemment, soit d'accord pour le laisser en vous faites un sous-location. contrat entre vous, et une fois que vous avez fait le contrat, bah, c'est parti. De toute façon, c'est du gagnant-gagnant. Le propriétaire, il est content parce qu'il ne s'en occupe plus, au final. En plus, il touche, en général, quand c'est en sous-location, il touche plus que la normale. Souvent, c'est ça, hein, le deal. Et après, bah, celui-là qui l'exploite, bah, il donne son loyer tous les mois. Et donc, c'est quoi le risque pour le propriétaire? Franchement, il n'a pas de risque. Parce qu'au final, si le contrat, il signe un contrat entre eux, le jour où il ne le paye pas, au bout d'un moment, il dit, bah, je récupère mon appartement et on n'en parle plus. C'est pas comme s'il y avait une personne qui était dedans, fixe tous les jours dedans, quoi. C'est pas comme une location longue durée où, une fois que la personne ne paye pas, il y a la période hivernale qui fait qu'au final, il garde encore l'appartement pendant au moins 6 ou 7 mois. D'accord, ok. Bon, bah écoute, moi je pense qu'on va passer au moment que je préfère, c'est le moment des conseils gratos. Des conseils gratos. T'en as donné déjà pas mal. Hein, franchement, j'en ai donné pas mal. T'en as donné pas mal. Je peux en donner encore un petit peu, encore. Mais je vais te poser juste une question. D'accord. Quelles sont les erreurs que tu vois le plus souvent chez les entrepreneurs, ceux qui se lancent? Franchement, les erreurs que je vois, ils ne se font pas mentorer. Ils se font pas mentorer. Ah, ils se font pas mentorer. Alors, c'est pas mentorer, c'est mentorer. Mentorer, ouais, mentorer. On explique ce que ça veut dire? Mentorer, c'est trouver quelqu'un qui est dans son domaine d'activité et de l'accompagner, ou au moins de lui demander de l'accompagner pour réaliser son projet. Donc ça, c'est important, tu penses, d'avoir quelqu'un qui fait déjà ce que tu veux faire, ou va t'expliquer des choses, ou tu vas aller prendre des renseignements? Voilà, tout à fait. Parce que tu t'intéresses? Il faut s'intéresser, il faut être curieux. Il faut aller chercher les personnes qui travaillent dans ce domaine-là, il faut s'en inspirer et après leur demander. Souvent, franchement, ils sont de bonne foi, ils sont là pour aider. Parce qu'ils sont passés par là, ils savent comment ça s'est fait pour eux. Donc, ils vont te transmettre ce qu'ils ont appris, en général. Très bien. Et deuxième conseil que tu pourrais donner? Deuxième conseil, c'est que là, on revient à la curiosité. Vraiment, il faut être curieux, il faut vraiment se renseigner, aller chercher, aller dans les séminaires, aller dans tout ce qui est, comme je disais, les réseaux entrepreneurs. Comme moi j'ai fait, je suis parti voir Go Entrepreneur. Il faut aller là-bas parce que vous avez toujours du networking à faire, parler avec d'autres gens, pitcher votre projet et vous challenger par rapport à ce projet-là. C'est important d'être un peu un bon commercial? Il faut être le meilleur commercial. On est le meilleur commercial de son affaire? De son affaire, on est le meilleur commercial parce qu'on est la vitrine. Direct la présentation que vous allez avoir vis-à-vis des autres, vous êtes la vitrine de votre société. Donc vous devez respirer, vous devez avoir cet ADN de respiration de votre société. Et c'est très important. La première impression va faire que les gens vont vous respecter et il y aura un échange par rapport à ça. Très bien, écoute, on finira sur cette belle parole. Un grand merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, hein. Franchement, avec beaucoup de réponses, c'était top. Vous pouvez retrouver Mamadou sur ses réseaux, il est sur Facebook, il est sur LinkedIn. C'est vrai. D'accord. Vous pouvez retrouver aussi également Homeone, qui a son site internet. De toute façon, on mettra le lien sur cette vidéo dans YouTube. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner, parce que grâce à vos abonnements, ça nous permet toujours de vous proposer de nouvelles histoires, toujours plus incroyables en tout cas. Alors, on compte sur vous, et je vous dis, moi, à la semaine prochaine pour le nouvel épisode. À bientôt.